Lecture audio par l'assistant virtuel de la chaîne Documents rares and inédits. En route vers l'occupation globale, un haut fonctionnaire de liaison gouvernementale expose l'agenda secret pour l'unification mondiale. Par Gary H. K. Gardez à l'esprit que cet ouvrage date de 1992. On n'avait pas autant de recul qu'aujourd'hui sur les différentes conspirations. Internet venait juste d'avoir été inventé à titre expérimental, scientifique et militaire. Un exemple parmi d'autres, lorsqu'il dénonce les Illuminati, il le fait dans une optique de chrétien, comme Myron Fagan. Il n'a pas la nuance de dire qu'il existe différents groupes nommés Illuminati, et pas non plus de dire que ces Illuminati n'ont pas grand-chose à voir avec les conservateurs derrière le complexe militaro-industriel, le capitalisme à outrance et les multinationales. À part cela, l'ouvrage est remarquable quant à une vision d'ensemble de la ou des conspirations qui sont encore en cours à l'heure actuelle, bien que l'équilibre de ces conspirations soit devenu fragile. Résumé en français. Du 4e de couverture, Gary K., agent de liaison gouvernementale de haut rang, avertit que la souveraineté nationale sera bientôt chose du passé. Des forces politiques à travers le monde coopèrent actuellement de façon sans précédent pour atteindre leur objectif d'unifier les peuples de cette planète sous un nouvel ordre mondial. En raison de son expérience gouvernementale, Gary K. a été invité à rejoindre la WCPA, Association pour une constitution et un parlement mondial, supervisant la planification et la mise en œuvre du gouvernement mondial unique. Pour l'observateur sceptique, le contenu de ce livre devrait servir de preuve tangible que la volonté de créer un gouvernement mondial unique est bien réelle, incluant des reproductions des documents originaux de la WCPA. L'auteur démontre en outre qu'il existe une coopération inquiétante entre les mondialistes, qui promeuvent le gouvernement unique mondial, et les groupes New Age émergents, qui promeuvent une nouvelle religion. Si nos compatriotes ne commencent pas à résister à ce gouvernement mondial, les nations souveraines cesseront d'exister et un système économique mondial unique sera établi. K. a reçu de nombreuses distinctions pour ses réalisations académiques et professionnelles. Mention du gouverneur pour service exceptionnel rendu à l'État d'Indiana, prix du Wall Street Journal pour réalisation économique exceptionnelle, Who's Who parmi les étudiants des universités américaines, prix international de la jeunesse pour l'accomplissement, prix des hommes d'accomplissement d'IBC, Who's Who dans le Midwest et Who's Who des leaders émergent en Amérique. Chapitre 1. L'économie mondiale, 8. Chapitre 2. La politique mondiale, 23. Chapitre 3. Le gouvernement de l'ombre. Américain, 51. Chapitre 4. Le mouvement du nouvel âge, 66. Chapitre 5. La franc-maçonnerie. Le catalyseur caché, 87. Chapitre 6. Les enseignements secrets. Du nouvel ordre mondial, 120. Chapitre 7. La crise mondiale à venir, 141. Partie 2. Document de l'Association pour une constitution et un parlement mondial, 164. L'auteur décrit son parcours professionnel dans les années 1980 comme haut fonctionnaire gouvernemental, travaillant avec des ambassades américaines et des dirigeants internationaux. À travers ses contacts et expériences, il découvre l'existence d'un plan mondial visant à établir un gouvernement unique appelé Nouvel Ordre Mondial. Ces investigations, menées de Taïwan à l'Union soviétique, révèlent que ce mouvement combine des dimensions économiques, politiques et spirituelles, orchestrées par des sociétés secrètes occultes. Il mentionne notamment la World Constitution and Parliament Association, l'UCPA, dont les documents sont présentés en annexe. Selon lui, bien que des dirigeants comme Bush et Gorbatchev évoquent publiquement ce nouvel ordre mondial, ils n'en révèlent pas la véritable nature. L'auteur considère qu'il est urgent d'informer le public de cette déception satanique alors que ce plan approche de sa réalisation. Il estime que seule une préparation spirituelle adéquate permettra d'y faire face.
L'auteur relate une visite dans une entreprise internationale préparant une expansion majeure. Lors de cette visite, il apprend que cette société fait partie des candidats sélectionnés par le département du Trésor américain pour imprimer une nouvelle monnaie américaine. Intrigué, il mène une enquête qui révèle un projet monétaire international impliquant une douzaine de pays majeurs, dont la Suisse, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, la France et l'Allemagne. Ces nouvelles devises partagent des caractéristiques communes, une tache de la taille d'une pièce de 50 cents et des bandes métalliques pour la détection aux frontières. Sous lumière spéciale, ces monnaies révèlent des hologrammes avec des symboles internationaux, suggérant leur future intégration dans un système monétaire mondial unique. L'auteur note que malgré les investissements déjà réalisés, le projet a été retardé. Il suggère que face aux avancées technologiques, le système pourrait directement passer au tout numérique via les cartes de débit. L'auteur décrit l'évolution vers un système financier global, où les cartes de débit, largement acceptées pour leur commodité, préparent le terrain pour un système d'identification personnelle obligatoire pour toute transaction. Parallèlement, le code-barre universel, UPC, sur les produits devrait devenir invisible, uniquement lisible par scanner, préfigurant potentiellement un marquage similaire sur les humains. Il révèle ensuite que la Réserve fédérale américaine, créée en 1913, n'est pas une institution gouvernementale, mais une corporation privée. Selon The Ripper, ses principaux actionnaires sont des banques internationales, comme Rothschild, Lazard, Warburg, Lehman Brothers, Chase Manhattan et Goldman Sachs, contrôlant le système via environ 300 actionnaires interconnectés. L'auteur explique comment les lois bancaires inter-États ont permis aux grandes banques d'absorber les petites, créant une centralisation sans précédent. Dans les années 1970 à 80, 3 superbanques new-yorkaises contrôlaient déjà 85% des actifs bancaires de leur région. Ce processus de consolidation se poursuit à l'échelle nationale sous l'égide indirecte de la Réserve fédérale. L'auteur expose les liens entre les grandes familles bancaires et leur influence sur l'économie mondiale. Il révèle que plus de 90 des 100 plus grandes banques américaines sont situées dans le district de la Réserve fédérale de New York, contrôlé par moins d'une douzaine d'établissements bancaires internationaux, dont les Rothschild de Londres comme figure dominante. La famille Rothschild, liée à l'ordre maçonnique depuis les années 1700, a étendu son influence bancaire à travers l'Europe grâce au contact de la franc-maçonnerie. Dans les années 1820, elle contrôlait les principales banques en France, Angleterre, Autriche, Italie et Allemagne. Via les Warburg, partenaires de Kuhn, Loeb & Co., les Rothschild ont financé l'industrialisation américaine. Cette alliance a permis aux Rothschild de financer la dynastie Rockefeller, Standard Oil, Carnegie, acier et Harriman, chemin de fer. En 1890, Standard Oil raffinait 90% du pétrole américain. Malgré sa dissolution en 1911 pour violation des lois antitrust, les nouvelles compagnies créées restaient sous le contrôle de Rockefeller, qui détenait 25% des actions de chacune d'elles. Le texte révèle qu'en 1966, selon le représentant Wright-Patman, 4 des 7 plus grandes compagnies pétrolières mondiales étaient sous contrôle Rockefeller. Exxon, ex-Standard Oil, contrôlait à elle seule 321 autres entreprises. Depuis la création de la Réserve fédérale, des leaders du Congrès ont tenté de s'opposer à ce système. Charles Lindbergh Sr. avait notamment averti que cette loi établissait le plus gigantesque trust sur Terre. Il fut victime de plusieurs tentatives d'assassinat avant de mourir mystérieusement à New York. Dans les années 1960-70, le congressiste Wright-Patman a enquêté sur les manipulations des fondations et de la Réserve fédérale, mais ces découvertes furent étrangement ignorées par les médias. En 1976, le congressiste Larry McDonald publia The Rockefeller File, révélant que la famille contrôlait jusqu'à 200 trusts et fondations, potentiellement des milliers via leurs banques, comme Chase Manhattan. Le livre dénonçait un plan centenaire visant à utiliser leur pouvoir économique
pour établir un gouvernement mondial combinant supercapitalisme et communisme sous leur contrôle. Le texte évoque plusieurs morts suspectes de personnalités s'opposant au complot international. Le congressiste McDonald fut tué en 1983 dans un vol Korean Airlines 007 accidentellement abattu au-dessus de l'espace soviétique. Les sénateurs John Hines et John Tower périrent dans 2 crashs aériens distincts. Tous deux étaient liés au Conseil des relations étrangères et au comité bancaire du Sénat. L'auteur souligne que la probabilité qu'un avion commercial soit abattu est inférieure à 1 sur 1 million. Il note également que les médias ont minimisé ces événements, particulièrement concernant McDonald, qui menait une enquête sur ce qu'il appelait un dangereux complot international. Dans les années 1960-70, grâce aux efforts de Patman, McDonald et d'autres, le message a commencé à atteindre le public. Des groupes d'action citoyenne se sont formés, mais sans couverture médiatique, ils ont dû se rabattre sur des newsletters et conférences privées. Le lieutenant Colture Roberts, directeur du comité pour restaurer la Constitution, a notamment témoigné devant les législatures d'État, conduisant une vingtaine d'États à demander un audit de la Réserve fédérale. À la fin des années 1980, la lutte contre la Réserve fédérale atteint le Congrès avec la résolution 469 du représentant González et le projet de loi HR 70 demandant un audit annuel. Ces efforts échouèrent, en partie à cause du manque de couverture médiatique. L'auteur révèle que les actionnaires de classe A de la Réserve fédérale engrangent des milliards de dollars annuellement via les intérêts sur les prêts bancaires. Ces profits sont réinvestis dans des fondations exonérées d'impôts, créées spécifiquement comme abris fiscaux pour le cartel bancaire international. Le comité RIS a découvert que les fondations Rockefeller, Carnegie Ford exerçaient une influence majeure dans 3 domaines. Les sciences sociales, notamment le financement des études controversées de Kinsey sur la sexualité, l'éducation publique via la National Education Association promouvant le mondialisme, et les affaires étrangères à travers des think tanks comme le Council on Foreign Relations. Selon René Wormser, conseiller juridique du comité, ces fondations avaient profondément pénétré le gouvernement et les cercles politiques. La première partie décrit Cecil Rhodes, industriel britannique et allié des Rothschild, qui fit fortune dans les mines de diamants sud-africaines, grâce au travail des esclaves noirs dans les années 1870-80. Sa fortune continue d'influencer la politique mondiale via le fonds de bourse Rhodes. Selon Wormser, sur 1372 boursiers Rhodes américains jusqu'en 1953, 431 occupaient des postes clés dans l'enseignement, l'administration, les médias et le gouvernement. Les présidents des fondations Rockefeller, Guggenheim et Carnegie étaient tous d'anciens boursiers Rhodes. Le chapitre Global Politics s'ouvre sur la rencontre de l'auteur avec un important homme d'affaires d'Extrême-Orient, membre de l'Associated Press et d'une organisation caritative. Lors d'un dîner, cet homme lui présente des documents révélant une possible conspiration pour créer un gouvernement mondial. La liste des personnes impliquées incluait des leaders américains de tous secteurs: gouvernement, industrie, éducation, médias, armée, finances, tous membres soit du Council on Foreign Relations, soit de la commission trilatérale, parfois des 2. Après sa rencontre révélatrice, l'auteur entreprend une investigation approfondie sur le Council on Foreign Relations, CFR, la commission trilatérale et leurs organisations affiliées. Ses recherches le mènent à découvrir les Illuminati, un ordre luciférien secret fondé le 1er mai 1576 en Bavière par Adam Weishaupt, un franc-maçon éminent. Cette organisation, extension de la franc-maçonnerie illuminée, était liée à la Grande Loge de France. Selon les documents cités, les Illuminati avaient pour but unique d'exécuter les plans de la haute franc-maçonnerie pour créer un nouvel ordre mondial. Leur stratégie consistait à infiltrer les cercles décisionnels des gouvernements européens. Weishaupt ordonnait de s'entourer de membres Illuminati pour que les profanes
n'aient aucun accès aux dirigeants. Le congrès maçonnique de Wilhelmsbad en 1782, réunissant toutes les sociétés secrètes, permit aux Illuminati d'établir leur contrôle sur les loges européennes et d'être reconnus comme leaders incontestés du mouvement mondialiste. Le texte décrit comment le congrès maçonnique décida de déplacer le siège des Illuminati de Bavière à Francfort, fief des Rothschild, créant une alliance mutuellement bénéfique. Après 10 ans d'existence, l'ordre fut découvert et exposé par le gouvernement bavarois. Bien que certains membres furent arrêtés, d'autres, comme Weishaupt, trouvèrent refuge auprès de dirigeants européens. George Washington lui-même mit en garde contre leur influence dans 2 lettres de 1798 et dans son discours d'adieu, alertant sur les manœuvres insidieuses de l'influence étrangère et conseillant d'éviter les connexions politiques excessives avec d'autres nations. Bien que les Illuminati aient officiellement cessé d'exister dans les années 1780, leurs efforts se sont poursuivis via le Grand Orient de France et le réseau de loges maçonniques illuminées. L'auteur souligne que la franc-maçonnerie opère rarement sous son propre nom, préférant créer d'autres organisations pour accomplir ses objectifs, restant ainsi relativement protégée si ses activités sont exposées. Le texte décrit comment la franc-maçonnerie, illuminée, a continué d'opérer au XVIIIe et XIXe siècle, notamment en orchestrant la Révolution française via la Société des Jacobins et Napoléon. Aux États-Unis, Thomas Jefferson mit en garde contre le contrôle bancaire privé qui mènerait à la dépossession du peuple par l'inflation, puis la déflation. En 1913, leurs efforts aboutissent à la création de la Réserve fédérale sous l'influence d'Edward Mandell House, agent des Rothschild-Warburg. Devenu conseiller principal de Woodrow Wilson, il persuada ce dernier de soutenir la loi sur la Réserve fédérale. Wilson aurait plus tard regretté, déclarant « J'ai involontairement ruiné mon pays ». Pendant la Première Guerre mondiale, House organisa l'entrée en guerre des États-Unis et œuvra à la création de la Société des Nations, financée par les Rockefeller, comme première étape vers un gouvernement mondial. Cependant, face à la résistance du peuple américain, Wilson ne put faire adhérer son pays à l'organisation. Suite à l'échec de la Société des Nations, les mondialistes créent le Council on Foreign Relations, CFR, pour éviter une nouvelle résistance américaine. Fondé officiellement le 29 juillet 1921, le CFR émerge d'une réunion à l'Hôtel Majestic de Paris en 1919, avec des délégués américains et britanniques. Des organisations sœurs sont établies, le Royal Institute of International Affairs, Chatham House, à Londres, et l'Institut für Auswärtige Politik à Hambourg. Le baron Edmond de Rothschild dominait la conférence de Paris, et tous les fondateurs du CFR avaient son approbation. Le financement initial provient de J.P. Morgan, Bernard Baruch, Otto Kahn, Jacob Schiff, Paul Warburg et John D. Rockefeller. David Rockefeller, petit-fils de John D., a dirigé le CFR pendant 30 ans, 1966-85. Entre 1987 et 1990, le CFR reçoit des contributions majeures d'organisations comme Chemical Bank, Citibank, Morgan Trust, Mercedes-Benz, Seagram, Newsweek, Washington Post et diverses fondations Rockefeller. Le comité RIS avait déjà noté que le CFR propage massivement le concept mondialiste via ses financements. Le CFR compte 2670 membres, dont 952 à New York, 339 à Boston et 730 à Washington. Selon l'amiral Chester Ward, ancien membre pendant 16 ans, leur objectif commun est la reddition de la souveraineté américaine. Dan Smoot, ancien agent du FBI, affirme que le but ultime est de créer un système socialiste mondial et d'y intégrer les États-Unis sous couvert de démocratie. Le représentant John R. Rarick met en garde contre cette organisation financée par les plus grandes fondations exonérées d'impôts qui influencent la finance, les affaires, l'armée, l'éducation et les médias. En 1950, James Warburg déclare devant le Sénat « Nous aurons un gouvernement mondial, que vous le vouliez ou non ». Dans son journal Foreign Affairs, 1974,
le CFR évoque la construction d'un nouvel ordre mondial érodant progressivement les souverainetés nationales. L'étude NDEJ7 du CFR, 1959, mentionne explicitement la création d'un ordre international socialiste. Depuis 1990, le terme « nouvel ordre mondial » est utilisé publiquement, espérant que sa répétition réduira la résistance populaire le moment venu. Voir le document en question, l'étude N2J7 du CFR, 1959. Le texte explique que le terme « nouvel ordre mondial » remonte à la franc-maçonnerie illuminée de Weishaupt. Un symbole maçonnique fut placé sur le billet d'$1 sous Roosevelt, lui-même franc-maçon 33e degré et membre du CFR. Une pyramide avec l'œil d'Osiris et l'inscription Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre des siècles. Ce symbole, devenu le grand sceau des États-Unis en 1782, représente la construction progressive du nouvel ordre mondial, symbolisé par la pierre fêtière séparée qui rejoindra la pyramide une fois l'objectif atteint. Les règles du CFR, similaires à celles des Illuminati, imposent le secret absolu. L'article 2 des statuts interdit aux membres de divulguer les discussions internes. Le rapport annuel 1990 précise qu'il est interdit de publier ou diffuser les déclarations des réunions dans les médias. Pour accomplir sa mission d'intégration des Américains dans un nouvel ordre mondial, le CFR utilise la stratégie de Weishaupt, placer ses membres aux postes clés du gouvernement, de l'éducation, des médias, de l'armée et de la finance. Le CFR visait à influencer la société américaine pour qu'elle accepte naturellement un système mondial. Dans les années 1920-30, l'organisation prend le contrôle des partis démocrates puis républicains. Pendant la Seconde Guerre mondiale, grâce à Roosevelt, le CFR s'empare du département d'État via les War and Peace Studies, financés par la fondation Rockefeller. Le CFR orchestre ensuite la création de l'ONU. En 1945, sur les 14 membres du comité fondateur, 10 appartenaient au CFR. La délégation américaine comptait 47 membres du CFR, dont Edward Stettinius, John Foster Dulles, Nelson Rockefeller et Alger Hiss. Le terrain pour le siège de l'ONU fut gracieusement donné par Rockefeller Jr. L'ONU représentait une première étape vers un gouvernement mondial. Le CFR a procédé graduellement, sachant qu'une approche directe provoquerait une résistance populaire. Malgré la révélation qu'Alger Hiss était un espion soviétique et que le secrétaire général Kurt Waldheim était un ancien nazi, la couverture médiatique favorable maintient une image positive de l'ONU. Le CFR a créé plusieurs organisations satellites, comme le groupe Bilderberg, le Club de Rome et la Commission trilatérale, chacune ayant une mission spécifique pour établir un nouvel ordre mondial. La stratégie initiale visait un gouvernement mondial par étapes via des régions administratives, conformément à la charte de l'ONU. Face aux résistances, ils ont opté pour des unions économiques régionales, avant les unions politiques. Le groupe Bilderberg, créé en 1954, supervise l'intégration européenne. Selon Giovanni Agnelli de Fiat, l'intégration européenne est notre but, et là où les politiciens ont échoué, nous industriels espérons réussir. Les Bilderbergers américains notables incluent David et Nelson Rockefeller, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Gerald Ford et Donald Rumsfeld. Presque tous sont membres du CFR. Le prince Bernard des Pays-Bas, premier président du groupe, écrivait que la difficulté majeure était de rééduquer les peuples attachés au nationalisme à l'idée d'abandonner leur souveraineté à un organe supranational. Le Club de Rome, créé en 1968, compte environ 25 membres du CFR américain. Fondé par Aurelio Pecchei, industriel italien lié à Fiat et Olivetti, il prétend avoir des solutions pour la paix et la prospérité mondiale, promouvant toujours un gouvernement mondial aux dépens des souverainetés nationales. En 1973, le club publie Regionalized and Adaptive Model of the Global World System, divisant le monde en 10 régions politico-économiques appelées royaumes, évoquant les prophéties bibliques de Daniel et l'Apocalypse.
Le livre Mankind at the Turning Point, 1964, révèle l'orientation spirituelle New Age du club. Peksé y expose ses croyances gnostiques New Age, utilisant le terme nosphère de Teilhard de Chardin pour désigner l'intelligence collective humaine. Cette influence New Age se reflète dans l'association américaine du club, avec des membres comme Norman Cousins, Planetary Citizens, John Naisbitt, Megatrends, et Betty Friedan, National Organization for Women. Le club de Rome compte parmi ses membres Robert O. Anderson et Harlan Cleveland, du CFR, 4 congressistes américains, des représentants de Planned Parenthood, de l'ONU et des fondations Carnegie et Rockefeller. Dans The Limits to Growth, 1972, le club affirme vouloir une réforme radicale des institutions et processus politiques. Il prône la création d'un forum mondial hors contrainte gouvernementale et la nécessité d'une conscience mondiale, où chacun réaliserait que l'unité de base de la coopération humaine passe du niveau national au niveau global. Dans les années 1950-60, alors que des leaders du Congrès dénonçaient le CFR, les planificateurs mondiaux ont élaboré une stratégie: rediriger l'argent américain et européen vers les industriels japonais et les magnats du pétrole arabe, qui l'utiliseraient pour acquérir des entreprises occidentales. Ainsi, si les Américains cherchaient un responsable de leurs difficultés, ils blâmeraient les Japonais et les Arabes, plutôt que les Rockefeller. La crise pétrolière de 1973, facilitée par la religion islamique commune des pays arabes, a permis aux partenaires silencieux, le cartel pétrolier américano-européen, d'enrichir les princes arabes, qui leur devaient leur fortune. L'argent fut réinvesti dans les banques occidentales et l'immobilier. Cette crise accéléra l'établissement du nouvel ordre mondial via l'interdépendance économique globale. David Rockefeller créa la Commission trilatérale en 1973, dirigée par Zbigniew Brzezinski, pour promouvoir cette interdépendance. Dans son livre Between Two Ages, 1970, Brzezinski préconise un nouveau système monétaire international et une taxation mondiale. Brzezinski, comme Peksé, s'inspire de Teilhard de Chardin et voit le marxisme comme une étape vitale dans la maturation de la vision universelle de l'homme. La commission trilatérale, guidée par ses croyances illuministes, est devenue une copie du CFR, partageant dirigeants et financement, notamment de la fondation Ford. Les 8 représentants américains fondateurs étaient tous membres du CFR. Basée à New York, la commission compte 325 membres, 98 Nord-Américains, 146 Européens, 81 Japonais, chaque grande entreprise japonaise y étant représentée. David Rockefeller préside la section nord-américaine, Georges Bertoin l'Europe et Isamu Yamashita le Japon, la plupart des membres français appartenant à la Grande Loge maçonnique. En 1981, le représentant Larry McDonald demanda une enquête sur le CFR et la commission. Après sa mort dans l'accident du vol KAL 007 en 1983, l'Indiana adopta la résolution 773 pour enquêter sur ces organisations, mais sans suite faute de couverture médiatique. Le sénateur Jesse Helms devient le plus virulent critique de ces organisations après la mort de McDonald. Dans un discours au Sénat en 1987, il dénonce une guerre psychologique systématique contre le peuple américain, orchestrée par l'establishment oriental et la gauche radicale.